est-ce que si moi je mets la casquette de féministe, est-ce qu'on peut dire pareil pour une femme, qu'une fille devient une femme quand elle dépend plus des gens? C'est bon, ça sert à rien de Quoi? faire la Wonder Woman, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un homme, on a besoin qu'il puisse faire ci, qu'il puisse nous aider. Women. C'est une question extraordinaire. Anti-Flam Media presents. Quelle est la dernière fois que... Mister. Là, on se retrouve. Enfin. C'est ce délire. Comment tu vas? Super bien. Vraiment. En forme. Ouais, super bien. Ouais. Franchement. Les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles pour toi. Eh ben, gros changement sur les réseaux, puisque j'ai complètement arrêté tout ce qui est recherche d'audience, de buzz, de followers. C'est devenu complètement un compte ultra professionnalisé, Ouais. en lien avec l'accompagnement des hommes, pour les aider à avoir accès à des opportunités dans le monde de la séduction, du dating. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'hommes qui se retrouvent en misère sur ce sujet-là. Et là, j'ai commencé officiellement début novembre. J'ai déjà une bonne vingtaine de clients. Super. Ouais, de tout âge différent. Ça commence à 22 et ça va jusqu'à 37 ans. Et tout passe par le profil Instagram pour les aider à optimiser et capitaliser là-dessus pour que d'ici, la promesse c'est qu'en 90 jours, ils aient accès vraiment à des femmes de haute qualité. Après, libre à eux de ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent consommer, se marier, se poser, avoir des enfants. Là, ils ont les cartes en main. C'est impressionnant parce que tu touches vraiment une problématique qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus invisibilisés sur certaines problématiques, mais je pense que les hommes s'invisibilisent eux-mêmes. Ouais. Tu sais, ils veulent pas admettre les souffrances, la frustration d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue juste sexuel. Et pour le coup, tu touches une cible particulière. Et vraiment, je t'encourage. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. La dernière fois, c'est toi qui m'avais invité. Là, c'est moi qui t'invite à faire ce que je vais appeler « Quelle est ta dernière fois ?» C'est un jeu. Ok. C'est un jeu qui se veut spontané. À travers ces différents bouts de papier, il y a des choses inscrites dessus. D'accord? Des choses inscrites dessus. Et tu vas pouvoir, toi d'abord ou moi d'abord, tirer au sort. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce que tu vas lire, me poser une question avec la formulation « Quelle est la dernière fois que ?» Tout simplement. Ok. Alors, est-ce que tu veux commencer à tirer au sort ou tu aimerais que je commence? Let's go, je commence. Ok, let's go. Prends ce que tu veux. Quelle est la dernière fois que tu as offert des roses à une personne? C'est une question extraordinaire. Le papier, on en fait quoi après? Tu peux le laisser à Ok. côté si tu veux. Cette question, elle est extraordinaire. La dernière fois que j'ai offert une rose à quelqu'un, si mes souvenirs sont bons, c'était à ma mère. Ok. Et c'était dans le cadre de son anniversaire d'il y a à peu près 1 an et demi, si je me trompe pas. Et ça en dit beaucoup sur mon rapport au geste. Tu sais, une chose sur laquelle tu m'inspires beaucoup, c'est que moi, j'ai regardé tes vidéos et je me dis, merde. Franchement, je me dis, il a vraiment les bonnes manières. Parce que mine de rien, quand tu donnes des conseils qui seraient, les gars, proposez ça à vos madames, les gars, proposez ça à votre crush, etc. Il y a une réalité qui est que parfois, nous les hommes, on n'y pense pas. Pour pas dire souvent.
on n'y pense pas parce que nous sommes... on dirait pas qu'on n'y pense pas juste parce que nous sommes égoïstes, mais plutôt parce que ce sont les détails que l'on voit pas. Et pour le coup, moi, je fais vraiment partie de ces personnes-là qui, d'un point de vue d'offrir une rose, je critique même le fait d'offrir une rose pour moi. Je suis très, pour le coup, très anarchique ou anarchiste sur des bords. Je me dis, j'ai l'impression qu'on veut symboliser l'amour à travers un objet. Et pour le coup, je l'ai fait que très peu de fois. Mais je l'ai fait juste pour le faire, en fait. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ça. En fait, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait et que je dis sur les réseaux depuis tout petit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir mon premier salaire, je faisais des extras en restauration. Ouais. Dès que je touchais, entre guillemets, ma paye, finalement, il y a une partie que je prenais où j'offrais, en fait, des fleurs, pas forcément que des roses, mais des fleurs à ma mère, quasiment tous les dimanches. Parce que je vivais chez elle, c'était une manière aussi de la remercier, de m'entretenir, de faire la cuisine, de faire mes lessives. Parce que je me contentais d'avoir juste le gîte et le couvert en soi. J'avais les pieds sous la table, j'allais à l'école, je travaillais, mais j'avais l'impression que c'était pas suffisant pour la remercier des efforts qu'elle avait pu faire. Et en fait, c'est une tradition qui est un petit peu restée, parce que j'associe beaucoup la femme au sens large, souvent au rapport que j'avais avec ma mère. Et quand je pars du principe qu'elle a suffisamment les valeurs qui se rapprochent des valeurs que ma mère avait, j'ai justement envie de lui faire plaisir. Donc ça peut passer par des roses, comme ça peut passer par, pourquoi pas, un week-end au spa. L'idée, c'est plus la symbolique que les moyens financiers, c'est plus le geste, parce que souvent, je conseille aux personnes que j'accompagne, s'il y a justement besoin de faire une action similaire, de personnaliser l'action. Parce que je suis comme toi, les roses, pour juste les roses, je déteste ça. C'est intéressant. Par contre, moi, je sais que mes fleurs préférées, ce sont les roses blanches. D'accord, c'est plus précis. Voilà. Demain, j'ai une femme qui va me dire j'aime bien les fleurs exotiques. Je vais pas lui offrir des roses. On va partir sur des lys, on va partir sur des iris, on va partir sur tout un tas de trucs, mais pour qu'elle puisse se dire en fait, il a écouté ce que je lui ai dit. Et donc, au final, souvent, c'est l'absence de communication entre les hommes et les femmes qui font que les femmes ne se comprennent pas, les hommes ne se comprennent plus. Et au final, entre les deux, il y a un pont. Et personne ne veut faire l'effort par pur ego. Et donc, il y a beaucoup de mecs qui disent c'est bon, un bouquet de fleurs, c'est ringard, c'est si, c'est bon, je vais pas lui faire ci. Et au final, juste en personnalisant un petit peu le conseil, la femme, elle a juste besoin de se dire il m'a écouté. Et ça solutionne tout. Alors, pas tout au sens large, mais ça permet déjà beaucoup. de... Voilà. Ça aide beaucoup. Et c'est fascinant ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pratiques, que ce soit des pratiques communicatives, que ce soit des pratiques dans les actions, que l'on recopie d'une certaine forme d'us et coutumes qui pourrait être intériorisée. Mais en soi, il suffit de faire un pas de côté pour rendre cela unique. Et ça, c'est quelque chose qui fait écho totalement à ce que tu dis. Et à ce que j'ai pu aussi vivre comme expérience. Tu sais, par exemple, on dit souvent bonjour, on dit souvent s'il vous plaît, on dit souvent merci. Une personne peut se différencier en apportant un petit détail. C'est ça. Tu sais, par exemple, au lieu de dire bonjour, je vous souhaite une bonne journée. Oh, d'accord. Je vous en prie. Pourriez-vous, s'il vous plaît? Non. Est-ce que ce serait aimable de votre part que vous me fassiez ça? Tu vois, directement, on sent que la personne devient unique. Et ça fait totalement écho à ça, effectivement. En fait, moi, je pense que j'ai une lassitude pour le fait de faire pour faire. Voilà. J'ai l'impression que c'est très peu sincère. Et en même temps, j'ai l'impression que ça n'apporte pas forcément grand-chose à la personne qui est destinataire de ce que l'on donne. Si ce n'est que de l'illusion en se disant ok, j'ai fait ce que toi tu voulais que je fasse, ou du moins j'ai fait quelque chose que je devrais faire pour toi, mais d'une normalité qui n'existe pas, mais qu'on doit suivre parce que à force de films, de séries, etc., on le fait. Et peut-être c'est ça que j'ai développé comme aversion pour le fait pour le faire. Le fait pour le faire. T'as abordé quelque chose qui m'a assez interpellé. Tu as dit que lorsque tu rencontres une personne, tu as tendance, consciemment ou inconsciemment, à te poser des questions. Est-ce que cette personne a des caractéristiques qui correspondraient à ma mère et des valeurs également qui correspondraient à ma mère? Comment tu expliques ça? Parce que je pense que... Alors moi, à titre perso, j'ai été élevé par ma mère et par ma petite sœur, pour le coup, donc j'ai été éduqué par deux femmes. Ouais. Et
Bah, ça fait partie en fait de la figure maternelle à laquelle on s'identifie. Ouais. Parce que nous, les hommes, on a souvent tendance, dans la majeure partie des cas, à énormément se baser sur la figure maternelle qu'on a eue, parce qu'on a souvent été beaucoup plus proche de notre mère que de nos pères. Je pense que la majeure partie des hommes que je connais aujourd'hui, surtout venant des Antilles, il y a toujours ce petit conflit, on s'entend pas avec son père, etc. Donc déjà, c'est très basé sur justement l'identité au niveau de l'île. Ouais. Et à côté de ça, moi je sais que ayant vu les sacrifices que ma mère a pu faire, Ouais. Ça t'a marqué. exactement. Et je me dis, si malgré ça, elle a quand même su garder sa figure de femme, inconsciemment ou consciemment, c'est aussi ce vers quoi je vais m'orienter. Parce que je me dis, quelqu'un qui sera avec toi quand tu n'auras rien du tout et quand tu t'iras mal, c'est potentiellement quelqu'un qui sera aussi avec toi quand tout ira bien et que tu auras tout ce que tu as toujours voulu ou que tu auras pu atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Mais comment tu as fait pour devenir un homme? Wow. À travers différentes expériences, honnêtement. J'ai eu, moi, mon grand cousin qui a 10 ans de plus que moi, que j'ai considéré comme étant une vraie figure, pas forcément paternelle, Un mais mentor. un mentor, un grand frère, qui m'a beaucoup appris, qui m'apprend encore pas mal de choses aujourd'hui sur les femmes, parce que j'avais pas de grand frère, mon père était pas toujours présent, on n'avait pas ces discussions-là finalement, et je voulais comprendre. J'étais quelqu'un de très curieux, dès le départ, dès l'origine. Je rigolais encore parce que à l'âge de 12 ans, je me rappelle avoir... je sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais je suis tombé sur un blog sur la séduction. Ouais. Et donc, je lisais déjà pas mal d'articles du blog qui disaient comment c'est dur avec 60 SMS, comment reconnaître... Mais à l'époque, tu parles d'SMS, on était encore à l'époque des BlackBerry limite. Donc, moi, j'avais pas les réseaux sociaux. Ouais. J'étais anti-Facebook, anti-Twitter. Snap n'existait pas, en tout cas à mon époque. Tu avais le téléphone avec les puces où tu devais recharger une carte. C'est ça. Il fallait être précis sur ce que tu allais écrire, il fallait abréger. Si tu recevais le SMS en disant il te reste... Il te reste tant de crédit. il n'y avait pas de wifi. C'était tellement marrant. Donc en fait, dès le départ, sur Internet, en fait, je commençais à regarder un petit peu déjà ces sujets-là. Ouais. Et je voulais écrire un livre. Je sais pas si c'était un 12 ans. livre. Ouais, dès 12 ans, je voulais écrire un livre. Comment draguer en 10 leçons. Comment se séparer. Mais j'étais complètement barge à ce moment-là. Mais quand j'y repense aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un, chaque année, en fin d'année, d'ailleurs je vais le faire bientôt, j'écris les objectifs pour l'année suivante. Et du coup, je regarde les objectifs que je m'étais fixés en fin d'année dernière pour voir ce que j'ai pu atteindre. C'est super. Et c'est un truc que j'ai appris à faire. Donc le papier, je le laisse et je l'oublie tout le reste de l'année. Ouais. J'y pense pas du tout. Et en général, il y a un flashback qui se fait. Je me dis, oh, il serait temps de faire un petit peu le feedback de ce qui s'est passé durant l'année pour voir un petit peu les objectifs atteints et ce qui reste justement à atteindre. Et en fait, c'est au travers de différentes expériences que, au fur et à mesure, tu prends du galon, tu commences à prendre beaucoup de recul aussi sur les situations. Première déception professionnelle, première déception amicale, première déception amoureuse, première trahison également. Ouais. Donc, à force, moi, je suis quelqu'un de... Je prends beaucoup de recul. Et par exemple, là, sur les réseaux sociaux, j'ai pris une semaine où je ne poste rien du tout. Ouais. Ça peut paraître fou, surtout quand tu viens de lancer un projet. Ouais. Mais je me suis dit, ça va être une semaine où j'ai pas envie de faire comme avant. Et il faut que je puisse apprendre de mes erreurs, donc je vais pas dépenser d'énergie pour rien. T'as des gens qui vont poster pour poster, parce qu'ils sont à la recherche de l'audience, ils veulent des vues, ils veulent des followers. Et t'as d'autres personnes qui vont analyser ce qu'on appelle la data, pour se dire, ok, sur une semaine, j'ai posté peut-être l'équivalent, je sais pas moi, de 60 posts. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Ce qui a marché, pourquoi ça a marché? Est-ce que c'est le début de la vidéo? Ouais. Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les sous-titres? Est-ce que c'est la façon dont tu es habillé? Est-ce que c'est le décor? Est-ce que c'est du contenu face cam? Est-ce que c'est du contenu un peu interview? Et tout ça fait qu'une fois que tu as analysé ça et tu sais ce qui a marché, tu reproduis. Par exemple, je prends le cas de la vidéo être un homme en 2025, c'est compliqué. Ouais. Je savais que cette vidéo allait marcher. Avant de la poster, j'ai encore les messages, parce que je travaille avec 2 gars. J'aurais dit, j'ai posté une vidéo ciblée pour les hommes, pour attirer des hommes, parce que mon offre est basée sur l'accompagnement des hommes. Ouais. Et ça, c'était à 18h, le vendredi soir. J'aurais dit, on fait le point demain matin. Le lendemain matin, 9h, la vidéo avait déjà 15 000 vues. Elle avait été vue par 80% d'hommes. J'avais que des commentaires positifs d'hommes. Ouais. Et j'avais forcément fait en sorte de nuancer mes propos pour éviter les dramas et les commentaires des pseudo-féministes 2.0 qui vont dire « Ah, misogyne, nanani ». Ouais. Aucun commentaire comme ça. Mais là, tu esquives ma question pour l'instant. Comment t'as fait pour devenir un homme?
Parce que là, tu m'expliques beaucoup de trucs, je t'écoute depuis tout à l'heure, tu vois, je veux pas te couper. Là, t'as commencé à parler de ton cousin. Ouais. Mais comment as-tu fait pour devenir un homme? Tes expériences. Des expériences. La multitude d'expériences, et comme je disais tout à l'heure, les échecs, les trahisons, la prise de recul. À quel moment tu t'es dit que tu es devenu un homme? À quel moment? Et c'est ça qui va m'intéresser parce que je trouve ça, pour le coup, c'est une discussion qui est tes réponses ou ton silence, ils résonneront en moi. Parce que à quel moment on sait qu'on est un homme? À quel moment précisément on sait qu'on est un homme? Toi, dans ta vie, à quel moment tu t'es dit c'est bon, je suis un homme? Parce que mine de rien, pour l'audience, ce que tu fais, ce n'est pas rien du tout. C'est arrivé à un moment où effectivement, il y a des clichés qu'on peut avoir sur les femmes comme sur les hommes. Et tu arrives à un moment où finalement, on va dire à la fois les mouvements des néo-féministes et les mouvements des masculinistes ont rentré totalement en collision. Et toi, tu arrives avec le concept d'homme capable. Donc ça veut dire tu peux être détesté par tout le monde, par les masculinistes comme par les féministes. Parce que, est-ce que tu peux nous rappeler déjà c'est quoi un homme capable? Parce que ça m'arrête bien, mais tu vois, le concept d'homme capable. Et je me souviens que lorsqu'on était à la place du Martroi, à Orléans, et qu'avec Pierre, tu m'as expliqué le concept, etc., je t'ai regardé, j'ai éclaté, j'ai dit mais ça va fonctionner. et je me suis dit c'est sûr que ça va fonctionner, mais déjà, c'est quoi un homme capable? Et ensuite, on va revenir sur cette question. Comment tu fais pour devenir un homme? Tu sais que, en fait, j'ai jamais donné la définition. D'accord. Une seule fois. Et tu veux pas? En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que moi, j'ai ma définition à moi. Super. Voilà, qui est tout simplement être un homme qui est en capacité d'être ce qu'il veut être. Ok. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont dire, voilà, c'est un homme qui a de l'argent, c'est un homme qui fait ci, c'est un homme qui fait ça. Mais c'est vraiment, une définition au sens large, ça va être vraiment un homme qui est en capacité d'être l'homme qu'il a envie d'être. Ouais. Que ça plaise pas. D'accord. Intéressant. Ça, c'est ma définition vraiment très simple, mais... Et j'ai vu ton évolution, je suis admiratif de ce que tu fais depuis le départ. Je suis admiratif d'autant plus que tu as été une personne qui a toujours été dans le souci de bien faire. Alors, il y a des moments où tu as vécu des phases un peu compliquées d'un point de vue du public et de l'audience, mais là, maintenant, tu t'es recroquevillé. Alors non, le mot recroquevillé, c'est négatif. T'as aiguisé ta proposition de valeur chez les hommes. Maintenant, je te pose la question et je veux que, à travers cette réponse-là, tous les hommes qui nous écoutent et toutes les femmes qui nous écoutent se disent « Ok, on sent déjà que c'est un truc qui est pas simple. Comment sait-on que nous sommes un homme ?» Et toi, à quel moment tu l'as su dans ta vie? Et sincèrement, je ne doute pas du fait que tu sois un homme, mais pose-toi et s'il te plaît, réponds-moi sincèrement. Sincèrement, moi, je te dirais que c'est à partir du moment où j'ai arrêté d'être dépendant. C'est super. Au sens large. D'accord. Ouais. Dépendant de ma mère, dépendant de mon cousin qui a été un mentor jusqu'à maintenant, dépendant des femmes, dépendant des émotions, des sentiments des femmes, dépendant d'un travail, dépendant de l'humeur de quelqu'un, dépendant du quotidien. C'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être comme ça, si j'ai envie de m'habiller comme ça, si j'ai envie de parler comme ça, si j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et j'ai pas vraiment dans mes souvenirs un moment précis où je me suis dit ça arrivait le 15 janvier 2010. Oui, mais je sais qu'à partir du moment où je me suis dit ok, tu sais comme les personnes, les enfants à l'époque on leur disait voilà t'as toutes tes affaires maintenant tu quittes la maison, tu te débrouilles. On savait pas si l'enfant il avait trouvé un appart, s'il vivait dans la rue, s'il allait manger. Ah, c'est intéressant. Mais on lui disait tu te débrouilles. Il avait pas d'autre choix que de se débrouiller en fait. Sauf que on est aujourd'hui dans un confort qui fait que des fois cette échéance elle est tellement retardée qu'on revient à se poser cette question-là. À quel moment? Et moi je te dirais c'est au moment où j'ai arrêté d'être dépendant de tout un tas de choses. Alors dépendant matériellement essentiellement ou tu veux aller plus loin? Dépendant au sens large. Okay. Vraiment au sens large. Parce que je sais que j'ai été quelqu'un pendant très longtemps qui dépendait déjà de ma mère, mais pas matériellement, financièrement ou autre. Vraiment, qu'est-ce qu'elle allait penser, qu'est-ce qu'elle allait dire. J'ai le corps quasiment tatoué de partout. Il y a bien longtemps que je pose plus la question à ma mère, est-ce que je peux, alors qu'elle m'a accompagné pour le tout premier quand j'avais 17-18 ans. Dépendant de si je décide d'aller je sais pas moi m'expatrier à l'étranger pour travailler et quitter la France, qu'est-ce qu'elle va penser, est-ce que si, est-ce que ça. Donc déjà ça, dépendant des femmes, parce que pendant très longtemps moi j'étais très timide, donc je me disais si je suis habillé comme ça je vais passer pour un ringard, si je dis ça ou si je propose un date à tel endroit
Est-ce que ça va bien passer, pas bien passer? En fait, c'est tout le temps en questionnement, en remise en Je question, comprends. mais pas pour m'améliorer, Ouais. plutôt pour plaire et satisfaire. Et donc, du coup, j'étais constamment dépendant dans tout un tas de choses sans véritablement vivre et être un homme pour le coup. C'est magnifique comme réponse. Moi, ça m'inspire une phrase. J'étais en conversation téléphonique avec ma propre mère. Pour qu'on se situe, moi, j'ai quitté chez moi, j'avais 15 ans. Ok. C'était assez tôt. Je suis né en fin d'année. Et de ce fait, ça fait que c'était sur ma 16e année. Et après plusieurs années à me débrouiller, j'étais au téléphone avec ma mère, puisque j'ai toujours eu une forme de ressentiment sur certains agissements qu'elle a pu avoir, pas vis-à-vis de moi, mais dans les pratiques qu'elle a pu avoir. Et même aujourd'hui, ce sont des choses qui se prolongent, mais je ne le vis plus de la même manière. Lorsque j'étais au téléphone avec ma mère, je devais avoir à peu près 18 ans, 19 ans. Et avec ma mère, on est très complices, très fusionnels. On discute beaucoup, on est très transparent. Après, encore une fois, ça dépend de quoi, mais on est très transparent si on compare avec tout le monde. Je suis au téléphone avec ma mère et puis à un moment, je m'arrête, je dis, maman, je pense avoir compris maintenant. Je pense avoir compris. Je veux dire, un homme, c'est quoi un homme? Un garçon devient un homme lorsqu'il réalise que sa mère est une femme. Ma mère, elle est restée en silence durant peut-être 10 secondes. Elle fait, mais pourquoi t'as dit ça? C'est bon, je te pardonne. En fait, je pardonne certaines choses parce que réaliser que sa mère est une femme, c'est se dire, ok, en dehors de ce rôle, il y a son être. Bah oui. Et toi, tu auras des phases où tu avais besoin d'elle pour son rôle. Mais elle avait besoin d'elle-même pour son être. Et tu vois, ce côté qui est dépendant, ça peut être d'un point de vue affectif. En se disant, mais à un moment, maman, à ce moment-là, je voulais que tu sois là. Et ça peut être vrai. Et ça peut être une faute de sa part également. Mais quand tu deviens un homme, tu pardonnes ça. Tu dis, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris parce que lorsque nous, on rencontre les femmes autour de nous, elles sont des femmes avant d'être des mères. Elles sont des femmes avant d'avoir un rôle. Et tu sais, ce qui est terrible, c'est que beaucoup de personnes vont s'identifier par rapport à leur rôle. Et toute leur vie, que ce soit des femmes comme des hommes, ces personnes vont endosser un costume qui souvent, à cause du syndrome du sauveur, va les mener à agir pour les autres, pour les autres, pour les autres. Mais quand tout s'arrête et qu'on ne peut plus être utile, ce sont ces mêmes personnes qui vivent mal après. Et j'ai eu cette discussion avec ma mère et j'ai dit, ouais, un garçon devient un homme lorsqu'il réalise que sa mère est une femme. Ça va dans tous les sens du terme. Après, chacun pense ce qu'il veut de ça, mais je réalise que tu es une personne avant ce que tu incarnes comme rôle. Et du coup, je te pardonne ces moments où tu as fauté dans ton rôle parce que finalement, tu es toujours une personne qui est là. Tu as fait de ton mieux. Peut-être que ça fait écho aussi avec ce que tu dis, c'est cette dépendance. Tu sais, parfois, on est là, on a une dépendance vis-à-vis de quelqu'un. On veut absolument avoir son regard sur ça. Mais on ne le dira pas forcément. On veut absolument être dans un comportement qui suivrait un baromètre, et ce baromètre, ce serait l'autre qui en serait, entre guillemets, le maître ou la maîtresse. Et finalement, que ça peut créer effectivement, pour moi, cette manque de virilité, c'est-à-dire le fait de vouloir prendre des initiatives, assumer les décisions derrière, prendre les responsabilités, même si parfois c'est pas de ta faute. avancer. Et je suis d'accord avec toi, mais j'ai une question qui va être un peu polémique et j'espère que ça va faire... Non mais vraiment, c'est que si pour toi tu considères un garçon devient un homme lorsqu'il ne dépend plus, dans tous les sens du terme, est-ce que si moi je mets la casquette de féministe, est-ce qu'on peut dire pareil pour une femme, qu'une fille devient une femme quand elle ne dépend plus des gens? C'est plus compliqué. En mon sens, c'est plus compliqué. Attention, les féministes, on va dire... Non, c'est plus compliqué parce que, en fait, de mon point de vue, en tout cas, on a aujourd'hui beaucoup de femmes qui se rendent compte que, justement, avec ces mouvements féministes, ça ne marche plus. Ouais. Et on les voit sur les réseaux. Elles commencent un petit peu à prendre la parole et dire, oui, effectivement, on a un petit peu déconné, on a merdé, on a fait ci,
on a besoin d'un homme parce que là il commence à faire froid, il y a le chauffage, c'est l'hiver, etc. Ou bien on a besoin d'un homme parce que on aime bien partager, raconter nos affaires, etc. Et j'ai souvent tendance à parler de code un petit peu, de code génétique, parce que on n'est pas fait pour les mêmes choses, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle on parle aussi d'évolution, c'est que aujourd'hui, une femme n'est pas faite pour se comporter comme un homme. Un homme n'est pas fait pour se comporter comme une femme. Et par rapport à ça, quand une femme va vouloir jouer, entre guillemets, la femme forte, indépendante, il y a un moment donné où elle aura besoin... Il y a une forme de fatigue. Voilà, elle aura besoin de... Et c'est là, en fait, toute la complexité de la chose, parce que à partir du moment où... Souvent, moi j'aime pas trop ce terme-là, énergie féminine, énergie masculine, parce que c'est l'excuse nécessaire pour... Mais c'est quand même une réalité. À partir du moment où on est sur deux énergies similaires, une femme qui va avoir une énergie masculine, un homme qui aura une énergie masculine, malheureusement, on se retrouve à un moment donné en confrontation. C'est ça. D'accord. Donc, non, une femme, en fait, ne devient pas une femme à partir du moment où elle devient, entre guillemets, indépendante. Parce que, indirectement, elle recherchera toujours cette figure paternelle au sein des hommes qu'elle va fréquenter. Et elle aura besoin d'avoir le retour de l'homme qu'elle fréquente, l'aval de l'homme qu'elle fréquente, ce besoin d'être, entre guillemets, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, dominé. Il y en a pour qui ça fait kiffer, il y en a pour qui ça fait kiffer mais elles ne le disent pas. Et elles ont ce besoin d'avoir, entre guillemets, cette... j'appelle pas ça une pression psychologique, mais presque de se dire, je sais quelle est ma place. Et ça me dérange pas. Et c'est pour ça qu'il y a un retour justement au côté un petit peu femme traditionnelle, où il y a beaucoup de femmes qui se disent, en fait c'est bon, ça sert à rien de faire la Wonder Woman, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un homme, on a besoin qu'il puisse faire ci, qu'il puisse nous aider. On a quand même pendant pas mal d'années fait croire le contraire, et on a fait comprendre que c'est bon, on peut tout faire toute seule, aller manger toute seule, partir en vacances toute seule, oui. Mais à un moment donné, ce sont les mêmes qu'on retrouve sur les applications de rencontres. Ce sont les mêmes qui, passé 40 ans, te disent il n'y a plus personne qui... Je comprends. Et c'est des femmes qui sont encore très jolies physiquement, qui ont beaucoup de choses à offrir. Oui, mais après, c'est compliqué. Je comprends. Il faudrait qu'on ramène... alors, une femme ou des femmes pour parler aussi de ça. Et puis, et moi, je voulais juste poser la question pour voir, avoir ton point de vue. Et je sais que dans les commentaires, ça va blablater, ça va être assez intéressant. Ok, très bien. Je peux tirer... Let's go. Quelle est la dernière fois que tu t'es dit que le hasard n'existait pas? Franchement, je pense qu'il y a peut-être 1 mois et demi de ça. Toujours en lien avec l'accompagnement que je propose. Parce qu'il y a des choses, je te disais tout à l'heure, je marque souvent les objectifs sur l'année. Et il y a des objectifs où tu sais quand même s'il y en a peut-être une dizaine, il y en a qui t'ont marqué. Et je me rappelle, il y a un peu moins d'1 an, j'avais marqué comme objectif dégager un certain nombre de chiffres d'affaires et commencer à envisager de vivre en fait de mon offre digitale ou d'une entreprise, quelque chose que j'aurais pu entreprendre. Et il y a peut-être 4 jours de ça, et j'ai eu le flashback comme ça et je me suis dit... Déjà vous. C'est dingue parce que je sais que là c'est la période où justement je vais devoir refaire les objectifs. Et typiquement, il y a quelques mois, j'avais un gars qui m'a été proposé par un ami commun qu'on a toi et moi pour développer cet accompagnement. Et ça a traîné. Et je comprenais pas. Je me disais, est-ce que c'est mes croyances limitantes? Est-ce que il y a un truc qui bloque? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de mon positionnement? Toujours cette remise en question. Et je suis tombé sur le post de quelqu'un qui fait exactement le même métier, du coup. J'ai commencé à regarder plusieurs vidéos. Et d'habitude, je fais jamais ça parce que je sais que c'est beaucoup de prospection, beaucoup de choses. Mais ça me parlait. Donc j'ai envoyé un message, j'ai reçu une vidéo, il y a eu un premier appel. Et le feeling est super bien passé. Et on a fait notre appel un peu de kick-off, l'appel de lancement. 4 jours après, je vendais déjà ma première offre à étiquette. Super. Et là, tu te dis, je pense que c'est un truc, je vais me rappeler de ça toute ma vie. J'étais assis dans mon bureau.
On a fait 1 heure au téléphone avec le gars. En 30 minutes, il était déjà chaud. Il m'a demandé mon riz, il voulait, donc je lui ai envoyé le lien de paiement. C'est top. On a raccroché. Et je me rappelle, parce que j'ai fait un setup, bon, ça peut paraître narcissique, mais pour moi, c'est plus une forme de mot, de motivation, Ouais. où j'ai acheté un néon que j'ai posé sur une espèce de fausse pelouse. Je la connais. Voilà. Là où t'as le nombre d'euros par jour pour faire le C'est million. ça. Alors, il y a ça, mais là, j'ai marqué capable dessus. Pour toujours me rappeler quand je travaille que on est en capacité de... Et pour faire le rappel avec le pseudo. Ouais. Et je me rappelle, j'avais les yeux comme ça, et je me suis dit, je viens de faire un SMIC en 20 minutes, là. Je me suis dit, non, c'est pas possible. J'étais là, alors après, tu retires les charges, la fiscalité, etc. Mais Non, mais ça arrête à SMIC en 20 minutes. sur le principe, Et là, je me suis dit, non, il n'y a pas de hasard. Ces gars-là, je les ai rencontrés Ouais. à 2 mois de la fin d'année. Mm. Il se passe ça. Ça a continué jusqu'à maintenant de progresser. Et je me suis dit, non, il n'y a pas... Et des fois, c'est des petites choses où on se dit, on n'a pas envie, on n'hésite pas. Mm. Et au final, là, je me suis dit, non, en fait, le hasard, il n'existe pas. On passe notre vie à se dire, à prévoir des choses en se disant, bon, si ça marche pas, si ça ne convient pas, si jamais. Mais la plupart du temps, et j'avais cette discussion il y a pas longtemps avec une femme, on passe... Je crois qu'il y a une caméra, il faut voir une caméra, je sais pas, j'ai entendu un bruit, il faut voir quelque part. Oh. Non, toi, tu peux continuer, Ok. On passe rarement notre vie à se dire, qu'est-ce qu'on fait si ça marche? Mm. Qu'est-ce qu'on fait si ça réussit? Parce que indirectement, j'ai l'impression des fois qu'on est programmé à toujours penser au pire C'est vrai, ça. plutôt qu'au meilleur. Mm. Et maintenant qu'il y a de belles choses qui se réalisent, sur tout ça, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. On ne sait pas à quel moment ça arrive, mais il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie parce Ouais. que quand je repense aux objectifs que je m'étais fixés, on peut se dire, bon, encore une année qui va se terminer sans avoir atteint tel truc. Ouais. Et là, pour le coup, c'est arrivé à 2 mois de la fin d'année. Et ouais, tu te remets beaucoup en question sur le, entre guillemets, le destin et les choses qui sont censées arriver, quoi qu'il arrive à un moment donné. Ouais. Et est-ce que tu définis comme un croyant? Croyant, oui. Ouais. Pratiquant, plus maintenant. Ouais. Et c'est quoi pour toi? En quoi tu définis comme un croyant? Qu'est-ce qui te fait te dire là, c'est bon, je sens que je crois à quelque chose, mais je saurais pas le définir. Parce que pendant petit, moi, j'ai baigné dans la religion évangélique, Ouais. grâce ou à cause de mes parents. Et ça fait aussi partie de mon éducation et de mon identité. Donc, c'est très rapidement devenu quelque chose d'ancré en moi où je me suis dit, non, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis tout petit, où je peux pas juste me dire, c'est grâce à ce jus d'orange Ouais. que je suis encore en vie. Donc, j'ai conscience qu'effectivement, les choses aujourd'hui ne sont pas faites par hasard. Ouais. Et qu'il y a, quoi qu'il arrive, un message codé derrière. Je pourrais pas dire que j'ai vu des manifestations, des choses particulières ou astronomiques se passer, mais j'ai conscience qu'effectivement, on a tous, j'ai une mission dans la vie et que ça passe effectivement par quelque chose qui est une force supérieure, qui est bien au-dessus de nous, qui est bien au-dessus de tout ça, et qu'on soit ou pas croyant, c'est quelque chose qu'on peut pas du tout écarter et se dire que ça n'existe pas. Là, maintenant, ce sont les athées qui vont te dire non, par contre, là, non. Ils vont bien débattre avec toi. Mais parce que tu as employé le mot destin. Et le mot destin, c'est un mot qui est très religieux. C'est un mot qui est très religieux. Et forcément, moi, j'ai tendance à penser que si le hasard existait, j'ai l'impression que c'est un chef d'orchestre qui compose une musique bien calculée. Parfois, quand je rencontre des situations, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. J'y ai pensé il y a même pas 2 minutes, il y a ça qui arrive directement après. Je me dis, soit c'est moi qui suis malade, soit c'est juste que le monde est tellement grand que je suis très petit. Et effectivement, le rapport au hasard, etc., je pense que c'est pas plus mal aussi parfois de penser que les choses arrivent de manière aléatoire. Parce que si on pense qu'il y a un destin, on peut aussi se fermer. Tu vois, j'ai tendance à... Parce que moi, j'ai beaucoup marché avec tout le monde. Je marche avec des personnes qui croient en Dieu, il y en a qui croient pas en Dieu, il y en a qui croient en Dieu parce qu'ils sont des musulmans, qui croient en Dieu parce qu'ils sont des chrétiens, il y en a qui vont croire en Dieu parce qu'ils sont des juifs, etc. Et quand j'observe avec cette diversité d'environnement, avec cet environnement diversifié, quand j'observe les réactions, parfois, le fait d'accepter chez certains que il n'y a pas forcément, entre guillemets, de destin qui va prédéfinir ce que je vais faire, mais ça permet à certains de se dire, ok, faut que je me lance, faut que j'essaie quelque chose. Mais chez d'autres personnes,
j'ai l'impression que le manque de croyance au destin fait que tous les jours, pour eux, c'est une urgence. Alors, il y a l'urgence que l'on vit parce qu'on se dit, OK, on ne sait jamais si on va mourir demain, mais il y a l'urgence que l'on vit en se disant, mais imaginons que demain, il se passe ci. Et l'un des symptômes au burn-out, c'est quand tu es en train de souffrir et que tu ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Et la réalité, par exemple, en tant qu'entrepreneur, et tu le vis également, c'est qu'un entrepreneur, c'est un individu, ou ce sont des groupes d'individus, ou c'est un groupe d'individus qui défient l'incertitude. Tous les jours. Tous les jours. Ce sont des personnes qui vont se dire, OK, les gars, demain, on va faire ça. Le plan qu'ils ont mis en place au début de l'année, ils savent pas s'ils vont réussir à le faire. Par contre, c'est ce plan qui permet de se mettre en marche. Et c'est pourquoi je trouve que il y a des personnes qui vont avoir un rapport au destin qui va être emprisonnant. Ils vont se dire, ça sert à rien de faire, de toute façon, ça va arriver comme ça, et qui va se résulter par une forme de passivité, de laxisme, parfois de défaitisme, en se disant, mais c'est mort, de toute façon, ça sert à rien. Peu importe ce qui se passera, c'est mort. Donc il y a aussi du fatalisme. Et il y aura des personnes qui vont se dire, OK, grâce à cette croyance du destin, je sais que peu importe ce que je vais faire, ça va mener quelque part. Parce que je suis quand même libre aussi de faire ce que je veux. Et c'est vrai que je voulais te poser la question si tu étais croyant, parce que tu as parlé du destin. Lorsque tu as des situations où tu sens effectivement que tu n'as pas le contrôle sur ça, tu as deux réactions. Soit tu tombes dans une forme d'arrogance et tu te dis, OK, il faut quand même que j'ai le contrôle et t'en souffres beaucoup intérieurement. Soit tu es comme un enfant, tu lâches prise et tu te dis, c'est quoi, je plonge. Tu vois, dans quel mood en ce moment? Est-ce que toi tu plonges tout le temps? Franchement, c'est ne pas répondre, mais je dirais entre les deux. En fait, tout va dépendre de la situation. Ouais. Je m'identifie comme quelqu'un de perfectionniste, mais alors pour ma propre vie, Ouais. oui. Professionnellement, un peu moins. Je suis complètement désorganisé. Et j'apprends à organiser tout ça. Tu vois, je te parlais d'analyser un petit peu de la data, Ouais. les posts, etc. C'est un truc que j'ai jamais fait. Ouais. Mais pour autant, les gars qui m'accompagnent me disent c'est primordial et essentiel pour un chef d'entreprise. Et si demain tu te fixes des objectifs, il faut que tu puisses tout faire pour aller les atteindre. Et moi qui ai travaillé dans la finance, je les comprends parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont des boîtes à 2 millions, à 4 millions, à 10 millions, ils ne se sont pas réveillés un matin, posés dans une chaise, ils se sont dit on va vendre ci, on va faire dans le BTP, on va travailler dans l'automobile. Non, les gars, même s'ils n'ont pas toutes les connaissances, ils ont quand même les personnes qui les accompagnent. Mais avant d'avoir les personnes qui les accompagnent, il fallait qu'ils aient au moins la trésorerie nécessaire. Ouais. Et avant d'avoir la trésorerie nécessaire, il fallait bosser. Et donc c'est pour ça qu'au final, eux, ils se disent, bon, ok, on a ça comme prévisionnel, on a ça comme argent dehors, entre guillemets, on a ça à facturer, on sait que la boîte, elle vaut tant. Qu'est-ce qu'on fait pour payer les employés? Qu'est-ce qu'on fait pour payer les fournisseurs? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre tel chiffre d'affaires? Pour être sûr que on peut verser des prix, on peut verser des plans d'épargne d'entreprise, etc. Donc, en fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, t'as pas le choix que de respecter aussi, entre guillemets, tes engagements, parce que derrière, c'est aussi un engagement envers toi-même, à la fois professionnel, mais aussi personnel. Ouais. Et donc, indirectement, c'est pour ça que je réponds entre deux, parce que ça va dépendre, en fait, de la situation. Est-ce que ça dépend pas de ce sur quoi tu penses pouvoir avoir le contrôle? Aussi. Ouais. Parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles tu n'auras jamais le contrôle. Forcément. Demain, tu peux pas prévoir qu'il va faire beau, comme tu peux pas prévoir que il va rien t'arriver, comme tu peux pas prévoir que tu continueras d'avoir ton emploi, comme tu peux prévoir de continuer d'avoir des clients. Donc ouais, forcément, c'est sur les choses sur lesquelles je veux avoir le contrôle. Et des fois, c'est un peu enquiquinant de pas avoir le contrôle sur tout. Surtout pour des personnes qui aiment avoir le contrôle sur tout. Tu en fais partie? Ouais, clairement. Ouais. Ouais, je m'identifie comme ça, clairement. Est-ce que tu veux avoir le contrôle sur tout parce que tu as peur de subir quelque chose que tu ne pourras pas prévoir? Je pense que j'ai plutôt peur de la réaction que j'aurai sur quelque chose que je ne peux pas prévoir. Parce que depuis gamin, je jouais beaucoup aux échecs, en ligne. Super. En ligne, et je jouais avec un cousin, justement. J'ai arrêté depuis, mais j'ai les bases, on va dire. Je ne peux pas me considérer comme un super joueur. Mais j'aimais beaucoup ce côté, même si j'ai joué aux dames, j'aimais beaucoup ce côté... Je dois prédire ce qui va se passer. Voilà, quand tu joues en prévoyant le coup de la personne en face. Ouais. Et ce concept d'avoir 2 ou 3 coups d'avance, c'est un truc que je kiffais.
Et quand je regardais beaucoup de séries, je pense à Power, je pense à Ouais. Peaky Blinders. Pour il y en a plein que tu vois. How to get away from murder. C'est ça. Tu te dis, mais ah ouais, même moi, j'aurais pas vu venir. Et ce sont des films. Et ce sont des films. Ça a tellement été biberonné par ces films, on se dit oui, faut que je fasse pareil. C'est ça. Donc, Non, ce sont des films. tu te dis, franchement, pour le coup, c'est une réaction positive. Par contre, je prends le cas, et c'est complètement paradoxal, parce que sur des choses sur lesquelles tu vas te dire, mais n'importe quel être humain va paniquer. Ouais. Bizarrement, je prends le cas, je me rappelle, j'avais offert une croisière à ma mère pour la fête des mères, Ouais. il y a 2 ou 3 ans de ça. J'étais super content, parce qu'elle a 3 rêves dans la vie, c'est aller à Disney. Du coup, ça s'est fait. Ouais. Faire une croisière, ça s'est fait. Et elle voulait voir la neige. Mm. Elle a plus ou moins vu l'année dernière, mais pas assez pour l'instant, suffisamment. Ça arrive bientôt. Qu'on a un 2 sur 3. Et en fait, on avait fait une croisière ensemble. Et pendant toute la croisière, elle m'expliquait qu'elle avait son beau-frère, donc mon oncle, qui était pas bien, qui était parti en EHPAD, donc le mari de ma tante. Et en fait, pendant la croisière, il est décédé. Ouais. Et elle a pas mal accompagné un petit peu ma tante là-dessus, donc sa sœur. Ne t'en fais pas, tu peux continuer. Sa sœur. Et du coup, par rapport à ça, quand on est revenu de la croisière, qu'on est revenu à Paris, et elle devait prendre l'avion le lendemain, on n'avait pas de réseau sur la croisière. Il y avait un peu de wifi, mais on captait pas bien. J'ai ma cousine qui, du coup, m'a annoncé le décès de mon oncle, donc de son père. Et moi, je pensais que ma mère, elle était au courant. Donc, je lui annonce ça, comme je te dis, demain, on va manger, ou demain, ce serait bien qu'on fasse un podcast. Et du coup, elle a très mal encaissé l'information, parce qu'elle a été la dernière à le savoir. Et je lui ai dit, mais je comprends ta déception et ta tristesse, mais dans tous les cas, sur l'océan Méditerranéen, tu veux faire quoi? C'est à 8000 km, c'est en Guyane quasiment. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rien pouvoir changer. Et en plus, comme dans la famille, ils connaissaient déjà un petit peu son tempérament à mal gérer ses émotions, ils ont préféré en fait la laisser profiter de sa croisière. Et puis, dans tous les cas, ça serait réglé après. Ouais. Ben, ça n'a pas loupé. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mal géré ses émotions. Et en pleine nuit, elle m'a réveillé. Elle se sentait pas bien. Et moi, je lui ai dit, en rigolant, parce que moi, je la taquine beaucoup. Ouais. Je lui ai dit, pose-toi, est-ce que tu veux que j'appelle les pompiers? Et là, elle me dit oui. Moi, j'étais à moitié endormi, je me dis, ok, t'as moins de 5 secondes pour réagir comme il faut. Soit tu paniques, et tu dis, je fais quoi? Le sac, machin, faut prendre le téléphone, il faut appeler, parce que t'as des gens qui sont tétanisés déjà pour des inconnus, alors imagine pour des personnes proches. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pas pu prévoir, pourtant j'aime bien prévoir beaucoup de choses. Ouais. Mais j'ai plutôt bien réagi. J'ai appelé les pompiers, je suis resté avec elle, je lui ai demandé son sac, je l'ai accompagné. Et j'étais même surpris de ma réaction, en me disant, mais comment j'ai fait pour rester aussi calme? Parce que ça aurait été, je sais pas, n'importe quelle autre chose. Je sais pas, moi, on m'apprend que je fais faillite, ou bien que je perds mon emploi, ou que, je sais pas, ma sœur décède. Je peux même pas prédire comment je vais réagir. Est-ce que je vais péter un câble? Est-ce que je vais partir dans tous les sens? Est-ce que je vais fracasser un mur? Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que même si j'aime avoir le contrôle sur beaucoup de choses, effectivement, il y a cette peur de se dire, je ne sais pas quelle sera ma réaction, mon émotion sur quelque chose que j'ai pas pu prédire. Ouais. C'est plutôt ça qui va pas forcément me faire peur, mais m'inquiéter. Oui, on sent quand même que ça relève de l'anxiété. C'est ça. Bien sûr, c'est pas de l'anxiété que tu vas ressentir directement, mais c'est une anxiété que tu spécules toi-même. C'est ça. Ok, c'est assez intéressant. En termes d'entrepreneuriat, ça fait totalement écho. On peut se lever sur une journée, on va se dire, ok les gars, la journée va être comme ça. Bon, by the way, les filles, je dis les gars, parce que dans mon entourage entrepreneurial, il y a que des gars. C'est pas contre les filles. Et on prévoit, et puis au fur et à mesure, on fait totalement autre chose à la fin de la journée. Complètement. Et on se dit, bon, ça valait quand même le coup. Et le lendemain, on revient, ainsi de suite. Et quand on fait le bilan, on se dit, bon, ça a quand même été dans le sens du plan. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Tu sais, un jour, je discutais avec des collaborateurs, et ils se sont moqués de moi. Parce qu'on débattait sur la différence entre un plan et une stratégie. Et je me souviens de ce jour-là, parce que c'était vraiment l'an dernier. Et eux, ils étaient en train de me dire, oui, mais tu sais pas, Shadrach, c'est la même chose. Un plan, c'est une stratégie. Une stratégie, c'est un plan. Et je suis en train de chipoter. Je chipotais beaucoup. Je chipote non seulement sur les mots, mais au-delà de ça, c'est pour avoir le sens. C'est parce que lorsque les mots sont bien précisés, corrélativement,
ça affecte ta manière d'agir ou d'observer le monde. Un plan, pour moi, c'est une planification, c'est-à-dire que tu vas poser à l'avance des actions que tu comptes faire, d'accord? Et c'est assez figé. Ça veut dire que le plan, il est figé, c'est tout droit. Mais une stratégie, c'est comment tu vas réagir par rapport à ça. lorsque, durant le processus de la planification, durant le processus de la planification, il y a un changement. Et je me souviens qu'à l'époque, en fait, ils ne me comprenaient pas. Et j'ai pris l'exemple d'un coach. Football, avant le match, l'entraîneur dit, les gars, voilà comment on va jouer. Toi, tu vas te mettre comme ça. À chaque fois qu'il y a ça, voilà, on va faire ça comme combo. Corner, on fait ça comme combo. On fait que des plans pour l'instant. Là, on va dire, ce sont des stratégies. Non. Une fois qu'on arrive sur le terrain, on observe la physionomie du match. À un moment, il y a quelque chose, il faut prendre une décision. Là, il y a la meilleure réaction. Boum, stratégie. Je prends en exemple ce qui s'est passé, la Coupe du Monde, la malheureuse Coupe du Monde pour les Français, pour nous. France-Algérie, France-Argentine. Franchement, tu vois que Didier Deschamps, c'est un grand stratège. Mais la réalité était qu'il était accroché sur son plan beaucoup trop longtemps avant de prendre les bonnes décisions. Parce que, pour se refaire l'histoire, première mi-temps, alors même, on va même reprendre avant le match. Avant le match, la France est favori. Transparemment, la France est favori. Et on dit pas que la France est favori parce qu'elle est favori, c'est juste que la France jouait de telle sorte qu'on se dise, ok, c'était extraordinaire. Là, cette année, elle est encore pour nous. L'Algérie était un peu comme des outsiders, mais ils avaient Messi en face. Messi, c'est le prodige, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà, on peut pas dire autrement. Et ce qu'il en était, c'était que durant cette première mi-temps, le plan initial prévu par le coach, le sélectionneur Didier Deschamps, le grand Didier Deschamps d'ailleurs, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il avait mis la même équipe. L'équipe qui a permis d'arriver jusqu'en finale. Giroud sur le terrain, il a été toujours un joueur décisif à sa manière, malgré ce que les médias peuvent dire, mais sur la finale, ça ne fonctionnait pas. Griezmann avec Giroud, ça ne fonctionnait pas. Mbappé essayait de faire quelque chose, ça ne fonctionnait pas. En face, ils ont atomisé, ils taclaient, ils y allaient. Et ils avaient cette forme d'insouciance. Alors, ce qui se passe, c'est que durant cette première mi-temps, tu connais, la première mi-temps, il y a 1-0. Ensuite, il y a 2-0. En première mi-temps, avec un jeu qui est unilatéral. Pour moi, c'était unilatéral. Donc, il est sur son plan. Il accroche à son plan. Mais par rapport à la réalité, il y a une distance. Dès que les joueurs reviennent à la seconde mi-temps, ça continue toujours cette horreur. Durant à peu près 10-15 minutes. Armand, il dit, c'est bon, tac. Colomboigny, allez, Thuram, vous rentrez. Tous les jeunes qui avaient déjà très peu joué durant la compétition, il les fait rentrer. Il sort Giroud. Il sort quelques joueurs qui étaient quand même solides. C'est tout un autre match. Je me souviens que la manière dont le match a changé, juste dès qu'il y a eu les changements, dès qu'il y a eu les remplacements plutôt, je me suis dit, mais c'est extraordinaire d'être un coach. Le match a changé. Thuram, Colomboigny, il y avait même Mbappé qui allait en défense et qui revenait. Ça allait tellement vite. Boum. 1 but. 2 buts. 2-2. Mais c'est pas possible. Boum. 3-2. 3-3. Et on se dit, mais c'était pas le même match. Et c'est là où je situe la différence entre le plan et la stratégie. Ouais. C'est que le plan, il faut que tu aies un plan, effectivement, pour pas juste anticiper sur ce qui va arriver. Non, c'est pas ça le plan. Le plan, c'est juste pour prévoir ce que tu vas faire. C'est ça. Parce que lorsque tu ne dessines pas ta vie, ou le futur de ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui va la dessiner à ta place. Tu ramènes ça, tu vois, au trading. C'est ça. T'as des gens qui partent du principe qu'ils ont un plan avec 1000 euros de capital. Ils veulent atteindre un certain montant. 5000, 8000, 10 000 euros. Et par rapport à ça, pour atteindre justement ce montant-là, rêver, ils ont une stratégie. Et donc, ils vont rentrer sur le marché à temps. Ouais. Ils vont mettre ce qu'on appelle un stop loss pour éviter d'en perdre trop à temps. Et ils vont mettre une prise de profit, ce qu'ils appellent un take profit, à temps. Ouais. Et à chaque fois,
ils modulent en fait leur Ils réagissent. stratégie Voilà, c'est ça. en fonction de comment le marché réagit. Ouais. Donc tu vois, ça illustre aussi bien ce que tu dis. Tu as le plan de base, oui, effectivement, et la stratégie qui vient s'insérer dans le plan et qui en fait est tout le temps en évolution, qui est tout le temps en mouvance par rapport à ce qui se fait sur la réalité en fait du terrain, quoi. Et ça ramène une leçon très profonde d'un point de vue entrepreneurial, c'est que planifier comme si vous n'allez jamais mourir. Planifier comme s'il n'y avait pas de contraintes. Agissez dès lors qu'il y a les contraintes. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il y aura forcément des imprévus. Donc, planifiez les imprévus qu'il pourrait avoir. Et dès qu'ils arrivent, agissez. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes vont raisonner de manière à l'envers. Moi, j'ai eu beaucoup de mes... Alors, il y a mes clients, il y a aussi mes camarades, mes amis, mes consoeurs et mes confrères qui vont avoir des questions. Parfois, je vais me dire, mais attendez, ils vont dire, Charac, mais si je m'associe avec un tel, ça veut dire que je vais devoir partager ma part. C'est ce que je réponds. T'as pas encore l'argent. Comment tu peux planifier? Comment tu peux être réticent au fait de partager ton argent d'un argent que tu n'as pas encore? Et c'est pour ça que quand on a ce côté qui est généreux pour faire de l'argent, on en fait beaucoup. Parce qu'on se dit, dans tous les cas, sur ce plan, j'ai besoin de personnes pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Une fois qu'on aura l'argent, on va répartir les choses. Il y a des personnes qui vont souffrir de cette anxiété de l'inconnu en se disant « Oui, mais et si il y a ça qui arrive, et si il y a ça qui arrive, et si il y a ça qui arrive ?» Conseil pour ceux qui nous écoutent, lorsque vous faites votre plan, planifiez comme s'il n'y avait jamais de contraintes. Planifiez de la manière la plus idyllique. Et à partir de là, prévoyez les imprévus qui pourraient arriver sans les nommer. C'est ça. Sans les nommer. C'est-à-dire, une marge, un peu de manœuvre, auquel cas il y aurait ça. Je sais pas, on a un événement qu'on va faire, je sais pas, le 2 mai. On va planifier ça comme budget. On va planifier de faire ci, faire ça. On aura une réserve, mais cette réserve, elle va pas contrôler ce que l'on planifie. C'est ça. Beaucoup de personnes avancent à reculons parce que ces personnes sont obsédées par l'hypothèse même de ne pas arriver pendant qu'ils sont en marche. Non, allons-y. Avançons. Et ensuite, il faut développer cette finesse stratégique qui va être, une fois qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va aux antipodes de ce que vous avez planifié, qu'est-ce que l'on met en place? Didier Deschamps a été humble. Il a dit, bon, ce que j'avais prévu, ça fonctionne pas. Nous sommes en finale, c'est la Coupe du Monde, quand même. C'est nous les champions du monde. On change. Et ça, c'est tellement difficile parce que beaucoup de personnes sont stratèges. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions. Complètement. Parce qu'ils savent même pas remettre en question ce qu'ils ont planifié avant. Et de ce fait, ils veulent que le plan soit la stratégie. Non, c'est pas comme ça, ça se passe. Tu vois, moi, je ramène ça à ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Ouais. Il y a un an de ça, jour pour jour, je sortais mon premier e-book sur le dating 3.0 qui était vendu à 14,90 €. Je dû en vendre peut-être une quarantaine, peut-être cinquantaine si on est très optimiste, mais pas plus que ça. Ouais. C'était le plan. Sortir des e-books, parce qu'on m'avait dit de sortir un e-book, on m'avait dit de commencer à faire des appels visio avec autant les hommes que les femmes pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, la mécanique, avoir des retours, des feedbacks, etc. Et je crois qu'en février-mars, c'était encore très tôt, mais je changeais déjà mon fusil d'épaule parce que j'ai compris très rapidement que je me sentais pas autant à l'aise dans une niche spécifiquement féminine que si j'allais m'adresser aux hommes. Super. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais regarde déjà tous les abonnés que t'as pris. Je venais à peine de passer les 10 000 abonnés. Ouais. Tu peux pas faire ça, mais attends, ce qui n'est pas rien, parce que tu vois, c'est vrai que tu m'aurais 10 000, je voulais un peu de temps. Attends, c'est vrai que, parce qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, esprit pour qui ces gens-là? Ils sont en train de parler de plans stratégiques. Ils parlent de Didier Deschamps. J'ai jamais été prédestiné à être un créateur de contenu. Encore moins un influenceur. Déjà, j'aimais pas du tout ça. Et en fait, c'est venu bien malgré moi, parce que je racontais justement mes rendez-vous galants foireux que je pouvais avoir. Et le truc, il est parti un peu à la rigolade. C'était un jeu à la base. Ça se voyait en plus. C'était vraiment un jeu. Et puis moi, ce qu'ils appellent troller, mais moi, je trollais les gens. Et à la fin, je les faisais toujours réfléchir par eux-mêmes sur la situation du date. Qu'est-ce que eux ils auraient fait? Est-ce qu'ils auraient fait le 50-50? Est-ce qu'ils seraient partis? Est-ce qu'ils seraient rentrés? Et en fait, il y avait une grosse communauté féminine. Je crois que je devais au moins avoir 80% de femmes qui me suivaient contre 20% d'hommes. Et quand j'ai pris le temps, parce que le plan, c'était vraiment, à un moment donné, peut-être de vivre des réseaux sociaux. Mais j'avais pas de stratégie à proprement parler. J'écoutais tout ce qu'on me disait, sors un e-book, fais des appels, fais le psychologue en live TikTok, etc. Mais il y avait rien qui me collait vraiment. Et c'est bien que tu commences à vendre ton premier euro,
J'ai vendu des bougies avec des petits mots à la fin quand la cire, elle était finie. Enfin, j'ai testé vraiment beaucoup de choses, des t-shirts, etc. Et je me suis dit, non, je suis en train de m'éparpiller, c'est pas ça que je veux. Et j'ai pris la décision de complètement arrêter de faire du contenu pour les femmes et m'orienter que sur les hommes. Ouais. Wow. Le nombre de messages et de commentaires que j'ai reçus, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas perdre tous tes abonnés, et puis les femmes, elles vont se désabonner, là, tu vas passer pour le prochain Alexis Chance, tu vas être misogyne, etc. Ouais, mais justement, sur les représentations que les gens ont, en fait. Donc, j'aurais dit, ok, pas de souci. J'avais même fait un vlog et tout là-dessus, j'étais parti à La Rochelle. J'ai dit, les gars, pas de souci, vous inquiétez pas, moi, je reste sur cette nouvelle stratégie, on va voir ce que ça va donner. Et au fur et à mesure, ça a continué à avancer. Il y a eu l'avènement des podcasts, où on a commencé à donner un petit peu la parole à tout un tas de personnes. Mon premier podcast qui a vraiment performé, qui m'a fait passer les 1000 abonnés, et qui a fait en sorte que je commençais à être monétisé sur YouTube, bah c'est le tien. C'est ce qu'on avait fait ensemble sur Ah oui. l'art oratoire. C'était quoi aussi déjà? Je manipule les mots pour séduire. Pour séduire. Voilà. Je manipule les mots pour séduire. C'est ça. Et là, je commence Elles sont des bons souvenirs. Parce que ça, par contre, ça a pété par rapport au réseau, etc. Effectivement. Je me rappelle, c'était un jour férié d'ailleurs, c'était en mai. Ouais. Mais tu sais que ce jour-là, j'étais malade. Ah ouais? Je te promets. Tu me voyais comme ça posé comme un vieux, et j'étais fiévreux. Et j'étais là, du coup, et je me revois, j'ai dit, mais attends, mais j'étais malade en plus ce jour-là. mais ouais, non, franchement, je me rappelle de ça, et je me suis dit, wow, ok. Donc, t'as senti qu'il y avait une direction. c'est ça, parce que t'avais déjà la plateforme TikTok qui rémunérait. Ouais. Donc je me disais, ok, il y a une première source de revenus là, même si c'est très aléatoire. Ouais. T'avais une deuxième plateforme qui commençait à rémunérer, et là, quand tu commences à avoir, même si c'est juste 1 centime, ça fait plaisir. Oui, ça montre que tu travailles pas pour rien, quoi. C'est ça. Et puis je me suis dit, j'avais fait un date avec une coach sportive qui avait sorti une espèce de newsletter de meal prep. Et en fait, à la base, on était parti pour un date vraiment rendez-vous galant. Ouais. Et c'est là où, des fois, il n'y a pas de, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans la vie. En fait, je peux pas dire que ça n'a pas matché, mais j'ai été très admiratif de son côté entrepreneurial parce qu'elle vivait de ça. Ouais. Et en fait, elle m'expliquait que pendant le date, elle recevait énormément de notifications. Elle me disait, je suis désolé, en fait, c'est les gens qui s'abonnent à ma newsletter. Ouais. Et je commence ça. Alors, dis-moi plus. Et elle me dit, en fait, j'ai mis un truc en place qui sort toutes les semaines, mais je bosse dessus une fois par mois, quasiment. Il paye l'équivalent de 5 ou 6 euros. Et là, j'ai à peu près l'équivalent de 500, 550 clients. En mode, tu sais, dans ma tête, je fais calculer ça. 5, 6 euros. Et c'est ton activité principale. Et elle me dit non. Je dis, donc là, tu es en train de me dire que tu gagnes presque 5000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ouais. Avec un truc où tu as voulu juste t'amuser à la base. Et je lui dis, alors, faut que tu m'en dises plus. En fait, plus on parlait, plus on recevait des gens qui s'abonnent. Et elle me disait, mais mon plan, c'est ça. J'ai pour stratégie de changer à un moment donné de tarification pour aller atteindre un chiffre d'affaires plus important. Ouais. À côté de ça, j'ai mes coachings. À côté de ça, j'ai mes accompagnements en nutrition. On est parti dans un bar, on a continué à faire la conversation. Et je l'ai déposé chez elle, je suis rentré à l'hôtel. J'ai pensé toute la nuit, je me suis dit, cette rencontre, c'est pas un hasard. Super. Il faut capitaliser là-dessus. Et c'est bien de faire le mariole, de faire de l'audience, de recevoir des messages, etc. Mais c'est pas mon objectif. C'est ça, ouais. Voilà. C'est ça. Ouais. Et au final, pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je sorte un truc sous forme de newsletter payant, mais pas juste pour sortir un truc comme j'ai fait pour le e-book qui n'a pas de valeur ajoutée. Et j'ai bossé. Je suis parti en vacances cet été en Guadeloupe. Et pendant les 3 semaines où j'étais là-bas, je me suis dit, les gens, ils me suivent pourquoi ? Il y en a qui me suivent pour les conseils, il y en a qui me suivent pour les tenues, l'outfit. Ouais. Il y en a qui me suivent pour ce que tu vas dégager pour le franc-parler. Il y en a qui te suivent pour les endroits que tu les fais visiter, etc. Et je me suis dit, il faut que je réunisse quelque chose. En fait, il faut que j'ai quelque chose qui réunit en fait tout cet univers-là. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir le magazine Capable, avec un prix exorbitant, enfin un prix très minimaliste, quoi, quelque chose de pas très cher, accessible à tous, qui va permettre que les gens pourront découvrir tout un tas de trucs. Des tenues, des idées de date, des endroits de date avec des références, des accessoires, une vidéo explicative sur une thématique bien précise. Et puis, s'ils veulent aller plus loin, à ce moment-là, ils regardent la chaîne, ils prennent rendez-vous avec moi, etc. Et il y en a plein qui m'ont dit, ouais, ça va pas marcher, non mais laisse tomber. Oui, mais je me rappelle, quand tu m'en avais parlé, je dis, mais ça va réussir. Ça a fonctionné, c'est sûr. Et aujourd'hui, ça paye la moitié de mon loyer. C'est top. Et tu l'as démarré il y a pas longtemps. Et je l'ai démarré en septembre. Ouais. Donc on est au 4e volet, septembre, octobre, novembre, décembre. Le décembre est sorti. Ça paye la moitié de mon loyer aujourd'hui. Et tu dis, en fait, quand je parlais de dépendance, encore une fois, quand on est devenu, ça rejoint un peu, ça réunit toute la conversation. Ouais.
j'ai fait en sorte de ne pas être dépendant d'un seul truc parce que c'est là le piège des créateurs et des influenceurs qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, qui sont surendettés, qui n'ont plus d'audience, qui se font attaquer par l'État ou le gouvernement parce qu'en fait, ils ont basé leur image, leur personal branding sur une seule chose, l'influence. Ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont créé leur propre marque. Tu vois, demain, si tu crées une marque Shadrack Ilanga basée sur l'art oratoire ou autre chose, les gens, ils te connaîtront pour ça, mais ils pourraient te connaître aussi peut-être pour la musique, peut-être pour la cinématographie, peut-être pour le mentoring, mais ils sauront qui est Shadrack Ilanga. Et pas juste quelqu'un qui parle bien. Et tu auras réussi à baser en fait ton image sur tout un écosystème où tu te diras, on te reconnaît dans la rue pour ça. On t'arrête dans la rue pour ça. On te demande peut-être même un autographe à cause de ça. Et c'est là où tu te dis, mais c'est magnifique parce que tout n'est pas basé sur quelque chose. Demain, il n'y a plus de réseaux sociaux. Tu sais que tu continues de vivre. Tu sais que les gens, ils te connaîtront. Mais tu as d'autres personnes qui, demain, leur compte, ils sautent pour X ou Y raison, ils sont piratés. C'est fini. Voilà. C'est Il n'y fini. a plus rien du tout. C'est magnifique. C'est magnifique. J'espère que ça va vraiment faire écho à chacun. Parce qu'effectivement, être un stratège, ça conditionne à avoir un plan déjà. Ça avoir une direction, savoir où on veut aller. Et spéculer volontairement par des actions sur le futur. C'est-à-dire, OK, on prévoit de faire ça. C'est vraiment ce que je comprends. C'est toi qui tire au sort, là? Yes. T'as pris la première directement? J'en peux plus. Ça me fait peur à chaque fois. T'es très expressif. Voilà. Je te vois, je me dis, mais qu'est-ce que Henri a mis encore sur ses mots? Quelle est la dernière fois où tu as eu la sensation de te faire catapulter d'une situation? Waouh! Je pense que j'aimerais pas jouer au baccalauréat avec celui qui a... Désolé l'équipe, la personne qui a mis ces mots, c'est Henri. Henri, c'est le futur Shadrack. Et il est en place, Me faire catapulter d'une situation. Déjà, je comprends même pas la phrase. Alors, si, je pense avoir compris quelque chose, c'est tu t'es fait dégager, ou ça t'a surpris, ça t'a fait sursauter. La dernière fois que je me suis fait catapulter. Je vais me lancer sur une réponse qui peut paraître très narcissique. Et pourtant, j'espère dire la vérité. Parce que là, plus je réfléchis, plus je remonte. La dernière fois que je me suis fait catapulter d'une situation, c'est le jour où j'étais en terminale et on m'a viré 2 mois. Ok. On m'a viré 2 mois. On m'a viré 2 mois pour des raisons X et Y, des raisons qui sont allées très loin d'ailleurs, parce que c'est même allé dans les médias au niveau local. Il y a eu des grèves qui ont été entamées par les professeurs, etc. Donc il y a eu toute une histoire assez calomnieuse. Et à la fin, j'ai fini en conseil de discipline, donc c'était pas simple. Pourtant, j'ai toujours eu l'impression, à travers cette situation, d'avoir été une personne transparente, sincère, et j'ai eu comme résultat, boum, le fait d'être catapulté. C'est-à-dire, dégage de là. Bon, pour des raisons disciplinaires, c'est ce qu'ils ont dit. Pour moi, en fait, c'était plutôt pour des raisons qui étaient purement étonnantes pour eux. Moi, j'ai toujours été un gamin qui disait ce qu'il pensait. Qui dit ce qu'il pense ouvertement, surtout à l'école. J'étais le petit Malcolm X de l'école, qui prenait la parole pour les gens, qui était très militant. Pas pour une cause politique, mais juste pour nous. C'est-à-dire que je voulais pas voir mon camarade se faire sanctionner parce qu'il est arrivé 5 fois en retard. Je trouvais ça injuste et c'était celui qui prenait la parole. Madame, alors je suis bien d'accord sur le fait que du coup t'as une petite microbe qui est comme ça, tu vois, habillé en jogo, qui fait le Malcolm X, c'est-à-dire que tout le monde fait les bacs quand il parle, tu vois. Je sais pas si t'imagines, hein, on est 32, t'as le petit bonhomme qui est là. Alors petit bonhomme, en vérité, j'étais déjà grand, assez costaud. Sauf erreur de ma part. Voilà. Sauf erreur de ma part, madame, je suis d'accord sur le fait qu'il était absent et tout le monde fait donc t'imagines, j'étais un trauma pour beaucoup de personnes. J'en parle en rigolant, mais en vérité, si je pouvais m'adresser directement à tous les enseignants qui nous ont accompagnés dans cette période-là, je leur formulerais beaucoup de reconnaissance et je suis reconnaissant particulièrement pour leur patience, pour le temps qu'ils ont consacré, et aussi m'excuser, demander pardon, même si j'ai mes raisons, mais en même temps, je pense que
La réalité d'enseignant, c'est pas simple non plus. Donc j'étais ce type de jeune qui utilisait son énergie, son intelligence aussi, pour défendre les autres, et qui allait au front. Il n'a pas peur d'aller au front. C'est-à-dire, ça pouvait être intellectuellement, avec les mots, et à l'époque, ça pouvait être physiquement. Et c'est ça qui faisait la particularité de mon personnage. C'était la dernière fois que j'ai été catapulté d'une situation. Et j'ai appris beaucoup de choses de cette situation. Ma mère, elle me disait toujours une phrase. Elle a tiré cette phrase de la Bible. Elle dit, Charac, si tu veux t'élever là-dedans, sois humble. Et moi, j'ai toujours dit, mais pour moi, l'humilité, c'est pas se rabaisser. Pour moi, l'humilité, c'est pas se rabaisser. Ma mère, elle a dit, mais là, juste là, tu vois la situation que tu es là, durant cette phase où tu vas rentrer en conseil de discipline, rabaisse-toi. Et ben, je dis quoi? Me rabaisser? Elle dit non, juste tais-toi. Parce que ma mère, elle savait que dès que j'ouvre la bouche, il y a du feu qui sort. C'est pas du feu d'insulte ou quoi, c'est juste que ce que je veux te dire, mon gars, ça va tellement aux antipodes de ce à quoi tu t'attends, que tu vas être choqué. Tu sais, c'est comme si tu étais sur une route en train de rouler, d'un coup tu vois une voiture arriver. Quoi? Moi, c'était ça, j'étais cet individu qui te disait les choses, non, mais je m'y attendais pas. Cette expérience-là m'a mené à changer totalement. Pas me changer, mais changer. C'est-à-dire que ma personne était la même, sauf que j'ai compris une chose qui était que les gens sont prêts à recevoir ce que tu vas leur dire si tu comprends les appréhensions qu'ils peuvent avoir sur ce que tu vas dire. Alors ça veut dire tout et n'importe quoi, on va donner quelques situations. C'est ce qui m'a mené à l'art oratoire. Tu peux savoir bien parler. Tu peux, toi, de ton côté, aligner les meilleurs mots possibles. Mais si tu ne prends pas en considération l'autre qui est à côté de toi, tu parleras à un sourd, ou du moins, tu parleras comme un sourd plutôt. En fait, tu parleras sans prêter l'oreille aux sensations des gens, à la sensibilité, à leur réalité, à leur système de valeurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé effectivement qu'il y a une différence entre celui qui va prendre la parole et qui va se dire « débrouillez-vous avec ce que je vous dis ». Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas assez intelligente ou assez intelligent, etc. Une personne qui va se dire, OK, comment je vais adapter le même message que j'ai à dire à cette personne-là. Avec le temps, j'ai appris que ce qu'on appelle discours, ce n'est pas ce que les gens vont appeler des prestations à l'oral qui se veulent souvent politiques ou militantistes. Ce qu'on appelle discours, c'est l'adaptation de ton message à l'auditoire. Je te donne un exemple. Là, par exemple, on est en train de faire un format. C'est un format d'interview pour passer des messages aux gens. Et le format de l'interview, dans sa mise en scène, c'est-à-dire avec le jeu, etc., c'est un discours. C'est-à-dire qu'on adapte ça de manière divertissante pour les gens. Ça devient un discours. Je suis professeur, je suis enseignant, je suis intervenant, je suis conférencier. Je pourrais avoir le même sujet, je ne sais pas sur le fait de savoir se vendre à l'oral, mais selon le public, je n'aurais pas le même discours. Et c'est ça qui m'a changé. Je me suis dit, en vrai, si on veut, on pourrait tous s'écouter. Si on veut, on pourrait tous parler également. Mais j'ai l'impression que la condition pour que l'on puisse tous parler, c'est que l'on puisse d'abord s'écouter. C'est pas juste écouter des sons. C'est se dire, OK, au moment où j'ai dit ça, qu'est-ce qui n'allait pas dans la manière dont l'autre a reçu ce que j'ai dit? Pas qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que j'ai dit. C'est pas pareil. Beaucoup de personnes vont être avachies sur le fait de se dire il faut absolument que je dise ce que je veux, parce qu'en fait, ils ont capitalisé toute leur personnalité et toute leur personne à travers leurs idées. Et le jour où on dissocie nos idées de notre personne, de manière intellectuelle, en fait, on arrive à comprendre pourquoi l'autre pourrait ne pas être d'accord avec nous. Et à travers par le biais de rencontres avec des mentors, avec les formations que j'ai pu suivre, avec le jeu aussi dialectique qui sont les suivis quand j'ai fait les universités, les études supérieures, le travail aussi intellectuel qui est le mémoire comme la thèse, m'a mené à me dire, en fait, c'est constamment ça. Constamment ça. Constamment ça, c'est que les gens, en fait, donnent leur opinion. Et derrière, si tu te mets à un moment un peu à leur place, tu peux comprendre pourquoi ils pensent ça. Et c'est pourquoi, toi aussi, tu dois quand même rester entre guillemets ferme sur ce que toi tu veux dire, c'est-à-dire ton message, mais tu dois l'adapter selon les circonstances.